Nous sommes le 8 novembre 2021. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette édition. Au sommaire de ce journal, un crédit de plus de 76 milliards de dollars a été octroyé par le Fonds monétaire international au Burundi. Selon le ministre des Finances, ces fonds viennent appuyer le gouvernement en matière de riposte contre la Covid-19. Vous aurez les détails dans cette édition. Nous allons également vous parler de cette activité de la Cour de justice de la communauté est-africaine qui a ouvert ses audiences publiques ce lundi à Bujumbura. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le Fonds monétaire international FMI a accordé au Burundi un crédit rapide de plus de 76 millions de dollars américains. Dans un communiqué du ministère des Finances sorti ce lundi, le ministre burundais des Finances a précisé que ce crédit s'ajoute à une enveloppe de plus de 14 millions de dollars américains pour alléger la dette. Ces ressources octroyées par le FMI viennent appuyer plutôt les efforts du gouvernement en matière de riposte contre la Covid-19. Suivez-le. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé, en date du 25 octobre 2021, une facilité de crédit rapide en faveur du Burundi pour un montant de 76,2 millions de dollars américains. Cette facilité s'ajoute à l'enveloppe de 14,46 millions de dollars accordée au Burundi dans le cadre de l'allègement de la dette en vue de contribuer au dégagement d'un espace budgétaire permettant aux autorités de limiter les impacts économiques et sociaux de la pandémie de la Covid-19. À cela s'ajoute également une autre enveloppe de près de 211,5 millions de dollars américains, issue de la récente allocation des droits de tirage spéciaux approuvés par le conseil d'administration du Fonds monétaire international en faveur du Burundi en août 2021. Ces ressources financières octroyées par le Fonds monétaire international permettent d'améliorer le niveau des réserves de change d'une part et donnent plus de flexibilité dans la gestion des politiques économiques d'autre part. Ces ressources viennent appuyer les efforts du gouvernement dans la riposte contre la pandémie de Covid-19 et ses implications socio-économiques, en même temps qu'elles contribuent à la recherche des équilibres macroéconomiques compte tenu des plans et des orientations stratégiques du gouvernement en matière de stabilité macroéconomique, de développement et de croissance économique. Outre l'impact positif de ces ressources sur le budget de l'État et les réserves de change, elles soutiennent la mise en œuvre de la politique monétaire et de change, notamment par l'accroissement de la capacité de la Banque centrale à atténuer les pressions sur le taux de change et la poursuite de la politique de financement des secteurs stratégiques et porteurs de croissance. Le déboursement de ces ressources par le FMI joue aussi un rôle catalytique pour les autres partenaires financiers et les investisseurs étrangers désirant développer leurs activités économiques au Burundi. La Cour de justice de la communauté est-africaine a ouvert ses audiences publiques ce lundi 8 novembre jusqu'au 26 novembre 2021 dans les enceintes de la Cour suprême. Nestor Kayovera, président de cette cour, dit que son déplacement d'Arusha vers Bujumbura a pour but de renforcer sa visibilité et permettre à la population de connaître sa compétence et sa manière de travailler. Suivez-le. La Cour de justice de la communauté africaine est ici depuis le 30 octobre de cette année. Et la Cour avec le DG de la Cour a décidé de déplacer la Cour d'Arusha vers Burundi, tout d'abord pour la visibilité de la Cour, ça c'est un. Il faut que la Cour soit connue, que sa communauté soit connue par la population des États membres, mais aussi par la population
mais aussi par les avocats de l'État, mais aussi les avocats privés. C'est-à-dire la première chose, le premier avantage, c'est la visibilité de la Cour, mais aussi c'est que les populations doivent connaître la compétence de la Cour. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est que du 2 au 3, la Cour a validé son plan d'action stratégique. Mais aussi le 4 et le 5, la Cour a célébré son 20e anniversaire. Et après d'aujourd'hui, du 8 novembre au 26 novembre, la Cour est ici au niveau de la Cour suprême. Nous sommes en train de conduire les audiences publiques, mais aussi nous aurons l'occasion de délivrer certains jugements. Il y aura des jugements qui seront délivrés au cours de cette session, non pas seulement les jugements qui impliquent le Burundi, mais aussi les jugements qui impliquent tous les États, tous les 6 États, pour dire que c'est un avantage pour les États du Burundi, pour les États membres, de connaître la compétence de la Cour, mais aussi de connaître que la Cour n'est pas seulement basée à Arusha, que la Cour aussi peut faire des audiences sur le terrain. On n'est pas venu ici pour les dossiers seulement du Burundi, ce sont les dossiers de tous les États membres. Aujourd'hui, nous avons entendu à la première division les dossiers qui impliquent aussi le Burundi. Mais à la division d'appel, les dossiers que nous avons entendus, ce ne sont pas les dossiers qui impliquent le Burundi, mais aussi ce sont les dossiers qui impliquent le gouvernement du Rwanda avec un citoyen. Pour dire que ce sont les dossiers en général de tous les États membres. Le droit et le bien-être de l'enfant africain se sont améliorés depuis l'instauration de la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant. À propos du président du Comité africain des experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, c'était lors d'une réunion de travail sur l'imprégnation du dit comité à Bujumbura ce lundi. Le Premier ministre burundais Alain Guillaume Bunyoni, qui a ouvert cette session de 3 jours, a souligné que la Constitution burundaise garantit les bases nécessaires pour l'épanouissement de l'enfant burundais. Les détails avec Jean de Dieu, il a causé. Au cours de cette session réunissant les membres du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant élargi au groupe de travail, le président du comité a fait savoir que les droits de l'enfant africain se sont améliorés après la charte de l'Union africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant. Force est de constater qu'il y a une amélioration et la première amélioration, c'est la mise en place, je dirais, d'un cadre légal, d'un cadre juridique pour qu'il y ait la protection de ces enfants. Et ce cadre doit commencer par des textes nationaux, des politiques, des programmes pour pouvoir protéger ces enfants. Nous dirions qu'il y a des États qui sont un peu en avant par rapport aux autres parce qu'il y a toujours des États qui restent dominés par des pratiques sociales néfastes, comme par exemple le mariage des enfants, comme certains États où il y a des pratiques de mutilation génitale féminine, mais également il y a des défis par rapport aux États africains qui se trouvent toujours dans des conflits armés. Le coordinateur résident du système des Nations Unies au Burundi a réaffirmé l'engagement du système des Nations Unies en matière de réalisation des droits et bien-être de l'enfant. Dans son allocution, le ministre burundais en charge de la personne humaine a indiqué que le gouvernement burundais a mis en place le département chargé de l'enfant et de la famille dans l'objectif de promouvoir les droits de l'enfant. Le premier ministre burundais qui a ouvert la dite session a fait savoir que la constitution burundaise garantit tout le nécessaire pour l'épanouissement de l'enfant burundais. Force est de révéler que la constitution de la République du Burundi garantit respectivement les droits et a des mesures particulières pour assurer ou améliorer les soins nécessaires au bien-être de l'enfant, à sa santé, à sa sécurité physique et à être protégé contre les mauvais traitements, les exactions et l'exploitation. Elle prévoit également la protection de l'enfant en cas de conflit armé. Aussi, d'autres lois visant le renforcement de la protection et de la promotion des droits de l'enfant ont été adoptées et mises en œuvre. Cette session est la toute première tenue au Burundi depuis la création de ce comité.
Le président de la République s'est rendu aux Émirats arabes unis pour une visite de 5 jours. Là-bas, il compte participer dans une expo dite Expo 2021 plutôt, une visite effectuée dans le cadre de renforcer la coopération entre les deux pays. Et toujours dans ce dossier, des tambourinaires de Guichora disent être étonnés après avoir été interdit d'accompagner le président de la République à Dubaï comme c'était prévu. Le président de la République, plutôt le président de ces tambourinaires, Oscar Nahimana, dit avoir dépensé plus de 4 millions pour la recherche des documents. Il qualifie cela comme une sorte de tricherie car un autre groupe a été privilégié par rapport à la leur plutôt. Il demande aux autorités habilitées de le rétablir dans leurs droits. Suivez-le. Kumvise ubushikiranganji butubarira turondere ubushikiranganji nyene bwo guharuka inkino n'imico kama. Le ministère en charge de la culture nous avait cherché et nous a informé qu'il faut chercher les documents de voyage pour accompagner le président de la République. Heureusement, quelques jours après, on a eu tous les papiers et ils nous ont dit d'attendre qu'ils nous indiqueront le jour d'aller faire le dépistage de la Covid-19, mais en vain. On était déjà au courant de ce voyage, car le président lui-même nous a cherchés et a confié ce travail au ministère. On devrait voyager aujourd'hui, mais ça n'a pas été le cas. Le directeur général nous a appelés et informé qu'on ne peut plus voyager. Il nous a expliqué que nous avons tardé à faire le test de la Covid-19. Ça nous a choqués car on avait déjà dépensé 4 950 000 francs burundais. Au total, on était à 12. Nous avons manqué quoi dire. Nous demandons aux différents intervenants dans le domaine de la culture de suivre de près cette question de tricherie observée dans ce secteur. Nous ne sommes pas les seuls à se plaindre. C'est le même cas chez les tambourinaires de Bujumbura. Lors des compétitions, ces classés premiers peuvent rester et privilégier un groupe qui a donné une corruption. On a déjà soumis cette question au ministre. Lui aussi, il a été étonné qu'ils ont passé outre la recommandation du président de la République. Veuillez nous excuser sur la qualité de l'image de cet élément. Quittons Bujumbura et rendons-nous en international. Aux États-Unis, le trafic aérien reprend avec la réouverture des frontières. Les compagnies aériennes se sont préparées à accueillir dès ce lundi les voyageurs vaccinés de 33 pays autorisés à revenir aux États-Unis après 18 mois de fermeture des frontières. Images et commentaires. New York, Washington ou encore Atlanta, les destinations américaines font leur grand retour sur les panneaux d'affichage des aéroports européens. Une excellente nouvelle pour les agences de voyage. Après 18 mois de ciel gris, on ne voyait pas le bout du tunnel. Aujourd'hui, très clairement, il y a une embellie incroyable. Et ça fait du bien, ça fait du bien. 25% de notre activité sont pour des départs en novembre et en décembre. Donc il y a une vraie envie, les clients là ne réfléchissent plus, ils veulent partir. À tel point que l'activité de l'agence a retrouvé son niveau d'avant la pandémie. Ce n'est pas rien, car aucune autre destination ne draine autant de trafic aérien que les États-Unis. En 2019, cela représentait 1 800 000 vols internationaux et 244 millions de passagers. C'est l'Europe qui devrait être le premier bénéficiaire de cette reprise. Le Royaume-Uni en tête avec plus de 21 millions de voyageurs en 2019. En deuxième position, l'Allemagne, puis la France avec près de 9 millions de passagers. Alors les compagnies françaises veulent mettre le paquet. Pour Air France-KLM, le marché nord-américain représentait avant la crise 40% de son chiffre d'affaires, soit un peu plus de 10 milliards d'euros. Cette réouverture des frontières américaines concerne plus d'une trentaine de pays, dont la Hongrie. Mais pour certains, il leur sera toujours impossible de se rendre aux États-Unis. Les passagers qui ont reçu le vaccin Sputnik ne sont pas du tout satisfaits des annonces, car ils ne peuvent toujours pas voyager pour le moment. Car pour traverser l'Atlantique, encore faut-il avoir été immunisé avec un vaccin approuvé par l'Organisation mondiale de la santé.
Et en Afghanistan, le système de santé très précaire est affecté par les sanctions imposées au régime des talibans par les grandes puissances internationales. Selon les informations de France 24, il n'y a plus de chauffage et d'électricité et les médecins ne sont plus également payés depuis des mois et il n'y a plus de médicaments. Images et commentaires. Depuis que les talibans ont pris les rênes du pouvoir, cet hôpital public du centre-ville de Kaboul ne reçoit plus de financement. Vous voyez, nous n'avons plus de médicaments ici. Là, nous avions des antibiotiques, des analgésiques, des vitamines. Mais c'est vide maintenant. Dans ce placard, nous avions des médicaments pour les patients cardiaques. Et il ne nous reste même plus une tablette. Ce refroidisseur d'eau fonctionnait avant, mais plus maintenant. Regardez, nous n'avons même pas d'eau pour nous laver les mains. Les patients doivent apporter eux-mêmes leurs médicaments, ainsi que les gants ou les seringues dont ils auront besoin. La famille de ce patient a dû apporter ses médicaments achetés dans une pharmacie en ville. Nous n'avons pas assez de nourriture pour les patients. L'hiver est là et nous n'avons pas assez de carburant pour le système de chauffage. Plus de 60 employés ont quitté leur poste dans cet hôpital car les salaires n'ont pas été versés depuis 3 mois. Massouda continue pourtant de travailler. À partir du moment où nous avons porté cette blouse blanche, nous avons juré que nous servirions notre nation, peu importe les conditions. Nous sommes nous-mêmes dans le besoin, mais nous venons quand même. Comme beaucoup de personnes ici, je suis le seul soutien financier de ma famille. Ce même jour, le nouveau ministre de la Santé inaugure le lancement d'une campagne anti-polio. Mais les craintes de voir le système hospitalier s'effondrer sont vives au sein du gouvernement taliban, qui appelle au retour de l'aide au développement. Le secteur de la santé n'est pas un organe politique. Il n'a pas à être politisé. Je pense que l'enfant à soigner est le même enfant qu'il y a 2, 3 ou 6 mois. La mère à soigner est la même qu'il y a 2 ou 3 mois. Et les souhaits d'un patient admis dans un hôpital, ce sont les mêmes. Ils sont des êtres humains. Au nom du droit humanitaire, nous demandons à la communauté internationale de débloquer les fonds. Car il y a urgence. D'après la Croix-Rouge internationale, plus de 2000 structures de santé ont récemment fermé leurs portes en Afghanistan. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous.